Donc dans ce grand B, on va étudier la période 1790-1791 avec la naissance d'une nation et la mise en place d'un nouvel ordre politique. Et en particulier la période donc de la monarchie constitutionnelle avec la question de son œuvre et pourquoi elle chute. D'abord, la monarchie constitutionnelle se met en place longuement. Il faut 2 ans de travaux pour réussir à écrire cette constitution qui est adoptée en septembre 1791. Effectivement, c'est compliqué puisque c'est la première fois qu'on écrit une constitution pour la France, qu'il faut donc tout inventer, même si on s'inspire très largement de l'étranger, en particulier de la monarchie anglaise. Et puis, il y a plusieurs débats qui ont été assez longs à trancher. Et notamment un débat qui est celui du droit de veto. Donc, le droit de veto, c'est la possibilité pour le roi, en l'occurrence, de s'opposer à l'adoption d'une loi. Veto, ça veut dire je m'oppose en latin. Et donc, la question était de savoir si on lui donnait le droit de veto, si oui, est-ce que c'était un droit de veto total ou temporaire. Et finalement, les députés s'accordent en septembre 1789 pour un veto qui dure 4 ans. Il est suspensif pour 4 ans. Donc le roi peut suspendre une loi pour 4 ans. Alors justement, hein, c'est là qu'on voit, on en a déjà parlé, le roi qui tente de reprendre l'initiative, qui met son veto sur les décrets des 4 et 26 août 1789, ce qui déclenche la journée révolutionnaire des 5 et 6 octobre 1789 avec les Parisiennes qui vont à Versailles chercher la famille royale. Alors ensuite, la Constitution donc instaure une monarchie constitutionnelle. Donc on va regarder un organigramme qui n'est pas celui du manuel, que je trouve un peu compliqué, mais un organigramme plus simple. Donc quand on parle d'organisation des pouvoirs, on se pose toujours la question des différents pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires, et de leur équilibre. Et puis on se pose la question de savoir qui détient le droit de vote. On est bien dans une constitution qui veut mettre en place les principes de la démocratie, et donc il va y avoir des élections. Alors, tout le monde ne vote pas. C'est un suffrage censitaire. Donc, censitaire, ça veut dire que seuls ceux qui payent un impôt, un cens supérieur à une somme, peuvent voter. Donc, on voit qu'ici, en 1791, les citoyens actifs, ceux qui ont le droit de vote effectif, sont les citoyens de plus de 25 ans et qui payent un impôt égal à 3 jours de travail. Ils sont 4 millions. Donc, le suffrage censitaire exclut du droit de vote les citoyens passifs, qui sont 3 millions, ainsi que les femmes et les enfants, qui sont 20 millions. Donc sur une nation qui compte 28 millions d'habitants, j'ai 4 millions de personnes qui votent, qui sont des hommes. Ils élisent, ces citoyens actifs, des électeurs. Donc c'est un suffrage indirect. Ces électeurs paient un impôt égal à 10 jours de travail. C'est un sens très élevé, ce qui restreint le corps électoral à 50 000 personnes. Donc là, on voit qu'on est pas dans une... il y a des fortes limites à la démocratie dans ce système. Ces électeurs élisent l'Assemblée législative, qui va donc voter les lois, qui va avoir l'initiative des lois, et ils élisent également les tribunaux, avec les juges et les jurés qui sont nommés sur le principe électif également, qui sont élus. On met en place une justice de la nation, issue directement du peuple. Et c'est l'Assemblée législative qui détient le pouvoir législatif,
va contrôler le pouvoir exécutif qui, lui, est détenu donc par Louis XVI, qui n'est pas roi de France mais roi des Français, et qui nomme et qui révoque les ministres. On a bien le principe de séparation des pouvoirs. Et un pouvoir exécutif qui est fort, mais qui est quand même restreint. Alors il est fort parce que notamment il a le droit de veto temporaire, mais il est restreint parce que seule l'Assemblée législative a l'initiative des lois. Donc le roi ne peut pas avoir l'initiative de la politique. Il peut bloquer l'action de l'Assemblée législative, mais il n'en a pas l'initiative. Donc cette souveraineté nationale n'est pas totalement démocratique. Alors pourquoi un suffrage censitaire? Parce que de nombreux députés se méfient du peuple, et donc en particulier des plus pauvres. Et puis la question de l'exclusion des femmes se pose. Olympe de Gouges, dont on reparlera, publie une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, où elle veut que la femme soit traitée à égalité avec l'homme. Donc, un roi qui détient le pouvoir exécutif et qui devient le roi des Français, une assemblée législative qui joue le rôle central, un suffrage censitaire avec 4 millions de citoyens qui peuvent voter et qui élisent des électeurs qui, eux, ne sont que 50 000, et donc une organisation des pouvoirs en partie démocratique seulement. Alors enfin, cette nouvelle organisation des pouvoirs va être célébrée lors de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Donc c'est la date anniversaire de la prise de la Bastille. Et pour information, j'indique que le 14 juillet, qui est notre fête nationale depuis les années 1880, célèbre à la fois la prise de la Bastille et la fête de la Fédération. Donc l'idée, c'était de terminer la Révolution et d'asseoir cette monarchie constitutionnelle par une célébration de l'union de la nation et du roi. Donc la fête de la Fédération, vous avez ici une représentation. Donc elle se déroule sur le Champ de Mars. Devant des centaines de milliers de spectateurs, le président de l'Assemblée nationale va prêter serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. Et ensuite, Louis XVI, à son tour, jure de respecter la Constitution et de faire appliquer les lois. La cérémonie s'achève dans une atmosphère d'union nationale, au cri de « Vive la nation, vive le roi ». À cet instant, la Révolution semble close, la monarchie constitutionnelle bien installée, avec apparemment le peuple qui adopte ce nouveau régime, et on est vraiment avec la célébration d'une union nationale. Et la devise du nouveau régime, justement, c'est nation, loi et roi. Mais cette unité nationale ne va pas durer. En fait, ce n'est qu'une illusion parce qu'en réalité, la France est travaillée fortement par de nombreuses oppositions.